Générale. La Générale. La Générale. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous de cette édition vespérale. C'est la Générale de l'information que j'ai le plaisir de vous présenter avec Karine Diegui. Karine, bonsoir. Bonsoir Louis Chabalo, bonsoir à tous et à toutes. Quelles sont les grandes articulations de cette édition ? Dans les titres de ce journal, la pauvreté est en baisse au Bénin. C'est une affirmation du porte-parole du gouvernement Wilfred Léandre Hongbeji au détour d'une séance d'échange avec la presse la semaine écoulée. Le sujet suscite des débats au sein de l'opinion publique. Les détails à suivre. Pendant ce temps, toutes les filles du secondaire bénéficieront de la mesure d'exemption des frais de scolarité sur toute l'étendue du territoire national. Autrefois en phase expérimentale dans 20 communes, la gratuité des frais de scolarité sera étendue dans les 117 communes du Bénin. C'est une annonce faite par le ministre Yves Kwarochabi que vous allez suivre dans ce 19h. Et puis, depuis sa construction, le marché d'Okédaman peine à être occupé et pour cause, les habitants se refusent d'occuper le marché, une situation qui impacte sur l'économie locale. Vous suivrez à cet effet le chef du quartier d'Amagoro. À suivre bien d'autres informations. Les nouvelles sportives, celles à l'échelle continentale et à la boucle, la revue de presse nationale. C'est la charpente de l'édition. Nous sommes lundi 4 novembre de l'an 2024. Bienvenue à tous. Voici pour vous la Générale de l'information. La Générale. Geoffroy Toli assure la mise en onde de l'édition. Ouvrons le journal par cette tient l'euro du pavé au Bénin et suscite de nombreuses réactions dans l'opinion publique. La pauvreté est en recul au Bénin, Karine Diegui. Ce n'est pas moi qui le dis, mais plutôt le porte-parole du gouvernement. À la faveur d'une séance d'échange avec la presse jeudi dernier, Wilfred Léandre Hongbeji a fait savoir que les Béninois se portent mieux sous le régime du président Patrice Talon. Il s'est surtout appuyé sur les rapports d'organismes internationaux. Retour sur ses propos. Si vous voulez vous cantonner seulement au bilan de la République, notez que de façon formelle, standards internationaux, la pauvreté a reculé au Bénin. Les chiffres existent. On est à 36% aujourd'hui, alors qu'on était à 40 et quelques % quand il est arrivé en 2016. De ce point de vue-là, formel, la pauvreté a reculé. Il y a toujours des Béninois qui sont pauvres, voire pauvres extrêmes. Le recensement a été fait, je crois, pour partir entre 2018 et 2020. Et je vous ai dit tout à l'heure que nous avons dû reprendre parce qu'il y a eu des biais. Il y a eu des Béninois qui avaient un surplus d'intelligence et qui ont inscrit dans la base des gens qui n'auraient pas dû être. Et ce faisant, ils ont biaisé le résultat. On a dû reprendre. Mais ce registre social unique, il est dynamique. Il va être mis à jour au fur et à mesure, à échéance régulière. Il y a des gens qui sont pauvres extrêmes aujourd'hui qui ne seront plus pauvres extrêmes demain. Il y a des gens peut-être qui ne sont pas pauvres aujourd'hui et qui demain pourraient tomber circonstanciellement en situation de pauvreté. Cette déclaration du porte-parole du gouvernement n'est pas du goût d'une grande majorité des Béninois. Elle a d'ailleurs été largement commentée sur les réseaux sociaux. Pour beaucoup, Wilfred Léandre Hongbeji n'est pas en phase avec les réalités du pays. Cette sortie du porte-parole du gouvernement, Patrick Dossa en a fait sa préoccupation ce matin sur la rubrique Point de vue du grand directeur de l'information. Je ne sais pas sur quelle base ils se sont basés pour... toutes ces souffrances-là des Béninois, on dit que l'économie béninoise, ça va bien, ça va. Et les autres, ça va pour eux. Mais la population, il faut descendre d'abord à la base pour voir si ça va. Moi, je vous dis, quand je vais à l'hôpital, je suis un artisan, mais je vais au service le matin, je mange le matin, franchement, à midi, je reste comme ça. Et c'est le soir, en rentrant à la maison, que je me débrouille. Franchement, on ne peut pas dire que l'économie, ça va. Il faut qu'ils descendent vers la population pour voir si effectivement l'économie marche.
Éducation dans cette édition. On vous l'annonçait en titre, généralisation annoncée de la mesure de gratuité de la scolarité au profit des filles du second cycle des établissements publics. C'est une annonce faite par le ministre de l'enseignement secondaire. C'est une réalité. Dans les toutes prochaines années, plus aucune fille ne paiera de contribution scolaire au Bénin. La gratuité des frais de scolarité déjà en cours au profit des apprenantes du premier cycle s'étendra à celle du second cycle dans les 77 communes. Cette mesure en cours d'expérimentation dans 20 communes depuis l'année scolaire 2023-2024 va désormais prendre en compte les filles de tous les collèges du Bénin. L'annonce a été faite, comme vous l'avez dit, par le ministre des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, Yves Kouaro-Chabi. Selon le ministre, la gratuité des frais de scolarité des filles n'avait impacté qu'un peu plus d'1 million de filles du premier cycle de l'enseignement secondaire et 102 filles de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Le but de cette mesure est d'améliorer les conditions d'apprentissage des filles selon le ministre Yves Kouaro-Chabi, qu'on écoute pour plus de détails. Il y a beaucoup d'actions qui sont menées. Vous observez qu'il y a des kits scolaires qui sont gratuitement distribués aux filles sous la conduite de ma collègue, la ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Il y a même des transferts monétaires qui sont attribués à des filles. Tout ceci pour les encourager et surtout les maintenir à l'école. Il y a aussi d'autres grandes actions que vous connaissez. Déjà que au premier cycle de l'enseignement secondaire général, vous êtes conscient que les filles ne payent pas de contribution. Il s'agit bel et bien de toutes les filles de l'enseignement secondaire général premier cycle au niveau donc du public. D'accord. Nous allons même au-delà. Depuis l'année dernière, cette mesure a été étendue au second cycle avec une mise à l'échelle de 20 communes sur les 12 départements. Donc la mesure d'exonération est déjà effective au second cycle. Donc il y a des collèges à 20 communes où les filles du second cycle ne payent pas de contribution. La génération est prévue. Si nous avons commencé, c'est que la génération est prévue. D'ici 2020. Cela tiendra compte évidemment de la performance du budget. Mais au-delà de cette mesure, le gouvernement met à la disposition des filles des kits scolaires en début des rentrées scolaires. Yves Kouaro-Chabi salue cet effort qui contribue à renforcer la rétention des filles à l'école. Le ministre de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle annonce par ailleurs que des réflexions sont en cours afin que les actions du gouvernement dans le secteur éducatif impactent aussi les garçons. On écoute Yves Kouaro-Chabi. Ça fait beaucoup d'argent, rien que pour la subvention dont je viens de parler. Et nous sommes à près de 4 milliards par an. C'est beaucoup d'efforts. Ça va continuer, puisque ça donne des résultats. Une fois que c'est mis en chantier, il y a des évaluations périodiques. Lorsque les évaluations sont concluantes et les évaluations montrent que c'est un bon chemin pour régler bien des défis, et pourquoi s'arrêter? Les kits scolaires, les transferts monétaires, ça permet d'encourager les filles, surtout en milieu rural, de poursuivre les études. Ça permet la rétention, parce que nous avons un taux de rétention qui n'est pas très reluisant, donc ça permet surtout la rétention donc, des filles. Il y a même des actions qui vont au-delà des transferts monétaires directement aux filles. Il y a des actions qui sont faites en direction des mères de ces filles pour des activités génératrices de revenus. Les garçons en soi ne sont pas négligés, même s'il y a plus d'actions en direction des filles. Il y a une réflexion en cours pour que le fossé ne soit pas grand et qu'on s'assure que réellement l'équité est assurée. On reste au chapitre éducation, mais cette fois à un degré plus élevé. Les étudiants ayant exprimé le besoin d'être logés dans les cabines à l'université de Parakou ont rejoint les résidences. L'annonce a été faite par Hakim Yakoubou, chef service hébergement, restauration et transport au Centre des œuvres universitaires et sociales de Parakou. Selon ce dernier, la liste définitive des étudiants bénéficiaires a été rendue publique à la suite d'une étude minutieuse des dossiers. Hakim Yakoubou précise que sur un peu plus de 1000 demandeurs de cabines universitaires, environ 800 ont été pris en compte conformément à la capacité d'accueil des résidences universitaires. On écoute pour plus de précision le chef service hébergement, restauration et transport du COUS Parakou.
Notre capacité d'accueil au niveau de l'université de Parakou est très très petite par rapport au nombre de dossiers qui sont déposés chaque année. Notre capacité d'accueil ne dépasse que 800 lits. Vous imaginez qu'on ait reçu plus de 1000 dossiers. Donc ça veut dire que tous ceux qui sont demandeurs de cabine ne seront pas satisfaits. Donc c'est pourquoi il y a une étude qui se fait par rapport à plusieurs critères, notamment la localité, c'est-à-dire par rapport à la distance, par rapport au statut des parents. Selon que les parents sont fonctionnaires, cultivateurs, commerçants, ces critères-là qui entrent en jeu pour la sélection. Il y a aussi l'année. On suppose que je suis en première année, je ne connais personne à Parakou, je veux résider dans des cabines. Donc la priorité est donnée à la première année par exemple. Ensuite à la deuxième année. On suppose que ceux qui sont en troisième année sont déjà habitués à la ville. Bon, eux, ils peuvent à un moment donné se débrouiller. Les plaintes récurrentes enregistrées dans le rang des occupants les années universitaires passées seront prises en compte, rassure Hakim Yakoubou. Selon le chef service hébergement, restauration et transport du COUSPE, des travaux confortatifs ont été réalisés afin d'offrir de meilleures commodités aux nouveaux occupants. On écoute Hakim Yakoubou. Les plaintes ont été solutionnées au cours de l'année même. Donc, il y a toujours l'amélioration. L'amélioration qui est pointe à l'horizon, par exemple. Il y a la montée d'eau qui était une difficulté au niveau des résidences. Donc, le directeur a pris à prendre le corps leurs préoccupations. Sur ce, il y a un forage grand diamètre qui serait érigé au niveau des résidences pour que l'eau puisse être à tous les niveaux à la satisfaction des étudiants. Avant même la reprise, il y a un contrôle qui a été fait par rapport aux puisards. Donc, ça veut dire les puisards sont complètement vidés. Actuellement, si vous allez constater que les puisards sont au bas. Il y a un plan de curage de ces puisards-là qui a été mis en place. Donc, c'est connu que c'est généralement pendant la saison pluvieuse que les puisards sont très rapidement remplis. Donc, il y a un plan qui a été décelé par rapport à cela. Chaque fois que la saison pluvieuse s'approche, il y aura des séances de vidange des puisards pour éviter ces désagréments aux étudiants. Après un fact-checking effectué par la rédaction, il ressort que la supposée attaque terroriste à Tourou est une rumeur. Ulrich Chabalo. C'est bien faux, Karine Diagui. Aucun affrontement n'a eu lieu entre des soldats béninois et des présumés terroristes à Tourou. Les habitants de Tourou, quartier situé dans le 1er arrondissement de Parakou, peuvent être rassurés, contrairement aux rumeurs qui circulent depuis ce dimanche matin sur les réseaux sociaux. Aucun affrontement n'a eu lieu entre des soldats béninois et de présumés terroristes dans la zone. Les faits de ce dimanche 3 novembre révèlent qu'une information parvenue à la rédaction de Radio Fraternité faisant état d'une confrontation entre les forces de l'ordre béninoises et des individus présumés terroristes n'est pas réelle. Selon cette publication, les événements auraient eu lieu dans la nuit du vendredi 1er au samedi 2 novembre, entraînant la mort de 2 militaires. La source indiquait également qu'un échange de tirs aurait éclaté dans une concession à Tourou après une altercation, j'y arrive, impliquant des militaires en patrouille et des djihadistes armés. 2 présumés djihadistes auraient également perdu la vie lors de cet incident. Une équipe de la rédaction déployée sur le terrain pour vérifier ces informations a constaté une ambiance sereine dans le quartier. Après des échanges avec le chef du quartier et plusieurs habitants, il savait qu'aucun incident de ce genre n'a eu lieu, ce qui remet en cause la véracité de la publication. En plus des constatations sur le terrain, des sources fiables proches de l'armée béninoise démentent ces informations. Bien qu'aucune note officielle n'ait été émise pour le moment, il est clair que la population de Parakou n'a aucune raison de s'inquiéter. On va marquer une courte pause avant la suite de cette édition. La Générale. On se rend à présent au quartier d'Amagourou de la ville de Parakou où un marché est inoccupé depuis bientôt 10 ans. Situé au quartier d'Amagourou dans le 1er arrondissement de la ville de Parakou, le marché d'Okédamon n'a jamais été véritablement animé par les habitants depuis sa
construction, une situation préoccupante compte tenu de son impact sur l'économie locale. L'espace réservé à l'animation de ce marché sert désormais de refuge aux reptiles et autres animaux du fait de son état d'abandon. Une situation que déplore Sébastienne Fanou, une ancienne occupante du marché, et Joseph Balogun, chef du quartier d'Amagoro, qu'on écoute. Nous avons payé pour prendre des places. À l'entour là, c'est 50 000. Ceux-là ont payé pour prendre la place. Mais dedans, nous avons donné 2 000, tout juste pour aider ceux qui sont venus nous installer. C'est un taux forfaitaire. Mais pourquoi ça ne nous anime pas? On ne comprend pas. Le marché est loin de nous. Avec 2 000 francs, vous allez prendre 5 000 pour 300, aller-retour et aller payer pour 1 700. Nous avons œuvré, nous avons essayé. J'ai fait 3 mois avec mon sifflet pour passer de maison à maison pour que le marché s'anime. Le marché qu'on a dit, marché du public pour le quartier, les gens viennent implanter des bornes comme si c'est un domaine réellement déjà vendu. Et on est parti. Ou à la main, coupe et autres, on a réellement déterré toutes les bornes là. C'est le début même de notre problème ça. C'est de là que sont sorties ces rumeurs là, que réellement, si le premier qui va s'installer va mourir, cela va faire des choses et autres là. Mais ceux-là qui ont voulu avoir de domaines là, de terrain là, qui ont borné tout là, ils vont vouloir que quelqu'un s'installe. Une situation que déplore plutôt Sébastienne Fanou, une ancienne occupante du marché, et Joseph Balogun, sage du quartier d'Amagoro que vous venez d'écouter. Et selon le chef du quartier d'Amagoro, si ce marché peine à s'animer, la responsabilité n'incombe pas seulement aux autorités. Abdoulaye Issa pense que les populations et particulièrement les anciens occupants sont les plus interpellés par cet état de choses. On écoute les explications du chef quartier d'Amagoro, Abdoulaye Issa. Qui peut animer le marché si ce n'est pas la population elle-même? La mairie a déjà donné top de faire l'animation de ce marché-là. Le maire, Saltoka, est venu pour faire le lancement. On a fait les prières. Le CA est venu 2 fois. Le maire est venu 2 fois pour ce marché-là. La population elle-même ne veut pas. Il y a les mauvais slogans. Que le PV reste à celui qui est venu premièrement peut venir rester dans ce marché-là. La personne va mourir. C'est un mauvais slogan, monsieur le journaliste. Il y avait des hangars que les gens ont fait. Ils ont fait les dépasses. Après tout, ils ont abandonné pour partir. Ce n'est plus la peine d'aller voir la mairie en coin. Non. Ils n'ont qu'à venir s'installer seulement pour animer le marché. Ça, on va écrire. Le conseil d'Amagoro va écrire à la mairie. Si c'est pour donner à autre projet, il n'est qu'à donner à autre projet. Si c'est pour faire quelque chose là, la mairie peut venir faire quelque chose. Si vous sont en train de réclamer là, on les donne top de venir rester. C'est l'animation des quartiers qu'on veut. C'est le développement des quartiers qu'on veut. Divers dans ce journal, intéressons-nous à présent à ce commerce qui se développe de plus en plus avec la révolution numérique. Il s'agit, Karine Diagui, du commerce en ligne qui consiste à proposer des articles de toutes sortes à la clientèle via les outils du numérique tels que les réseaux sociaux et les sites internet. Aujourd'hui, plusieurs commerçants migrent sur la toile afin d'élargir la clientèle. C'est le cas de Grace Guidibi, une restauratrice en ligne qui décrit sa stratégie. Étant dans le domaine de la restauration, Oui. je dirais sur 100, j'ai 80 clients en ligne. 80, ça veut dire 8 clients sur 10, proviennent des réseaux sociaux. Des réseaux, à peine 2 sur 10 sont physiques. Ce qui me permet de calculer le truc, c'est que si par exemple dans une semaine ou dans un mois, je suis fatiguée, je dis non, je ne veux pas créer du contenu, non, je ne veux pas faire des pubs, tout ça. Je finis le mois, je me rends compte que personne n'est venu, c'est chaud. Ça prend un vrai coup, je me dis non, là il faut que je me bouge, il faut que je retourne me réactiver. Et oui, quand je prends seulement une semaine où je suis très active à faire du contenu, je le sens. Généralement, nous, êtres humains, nous sommes curieux de savoir ce que l'autre fait dans sa vie, qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui. Bon, moi, par exemple, je prends cet aspect-là et c'est en fonction de ça je travaille. Mais en leur donnant cette info de j'ai fait ci aujourd'hui, je suis allé au marché aujourd'hui, à la fin, je leur dis bon, les achats que j'ai fait, c'était pour faire telle recette et cette recette, vous pouvez l'avoir, ou bien sûr, mais vous pouvez l'avoir à mon restaurant. Le moment de parler sport dans ce 19h. Je suis avec Jacques Degbé. Jacques, bonsoir. Bonsoir, Eloï Chabot. Chypre du Nord, c'est déjà fini pour Michael Poté. Oui, après seulement 2 mois et demi à la tête du Magouza Turk Goukou, l'entraîneur béninois Michael Poté quitte déjà le club nord-chypriote. Son club a annoncé son départ via un communiqué rendu public ce dimanche. Un limogeage tout de même surprenant au vu des résultats plus qu'honorables de leur
international béninois. En effet, Michael Poté avec le costume de patron d'encadrement technique du club, c'est 4 victoires, 2 nuls et une seule défaite en 7 matchs. Cerise sur le gâteau, le natif de Lyon en France compte une super coupe de Chypre remportée, réalise un bon début de championnat ponctueux d'une 3e place. C'est donc un départ inattendu qui suscite des interrogations. Au Cameroun, pendant ce temps, c'est un bras de fer entre Eto et les clubs locaux qui occupent l'actualité sportive. 7 mois après la fin du dernier exercice d'Elite One, le championnat camerounais pourrait reprendre ses droits. La FECAFOOT et son président Samuel Eto tablent sur une reprise entre fin novembre et début décembre 2024. À cet effet, la charte marketing ainsi que la fiche de qualification sponsor club pour la prochaine saison a été envoyée au président des différents clubs locaux pour ratification avant le 8 novembre. Mais à l'heure actuelle, l'Assemblée générale de l'association des clubs d'élite du Cameroun n'a toujours pas signé les 10 documents et on ne sait pas si la rentrée sportive aura bien lieu à la date envisagée par la FECAFOOT. En effet, le syndicat réclame tout le paiement des arriérés de subventions de la saison passée. Pendant ce temps, Eto, de son côté, préoccupé par la préparation de la saison qu'il annonce comme la meilleure de l'histoire plutôt que d'envisager un quelconque boycott. Merci Jacques Degbé, c'était l'actualité sportive qui reste en continu sur fraternityfm.bg. On parle Afrique à présent. La page Afrique avec vous, Karine Diegui. On démarre par le Mali. Reporté à cause des inondations, la rentrée scolaire a été normale, mais l'insécurité reste problématique. Initialement prévu le 1er octobre, la rentrée avait été reportée à ce 4 novembre en raison des inondations qui ont frappé le pays. Ces inondations ont fait 91 morts et 151 blessés selon les derniers chiffres officiels en date du 25 octobre et près de 370 000 sinistrés, dont beaucoup avaient été relogés dans des salles de classe. Mais les efforts des autorités de transition ont finalement permis aux écoles d'accueillir les élèves. Il n'existe aucun chiffre officiel sur le nombre d'établissements qui ont effectivement pu être libérés au Mali. Le ministre de l'Éducation Amadou Sy Savané a simplement déclaré la semaine dernière que tout était fin prêt pour accueillir les élèves, sans préciser, mais en rappelant les efforts du gouvernement pour reloger les sinistrés. En Côte d'Ivoire, pendant ce temps, les plantes médicinales constituent désormais un recours quand le porte-monnaie est vide. En raison de la montée des prix de l'énergie et de la nourriture, les familles les plus pauvres adoptent des stratégies jugées négatives. C'est l'objet d'une étude récente de la Banque mondiale. Parmi ces méthodes, un recours accru aux remèdes traditionnels aux dépens de la médecine conventionnelle. Sur les étals, des bas de racines, de feuilles d'herbe. Selon les vendeurs, ces produits soignent les maladies communes à l'image de ces écorces de manguier. C'est efficace contre le paludisme. Ça va te faire vomir la maladie d'un coup, assure le vendeur. Un bouquet d'écorces coûte 500 francs. C'est 6 fois moins cher qu'une boîte d'antipaludéens en pharmacie. Ça fait craindre. On va poursuivre cette fois avec la revue de presse nationale Epiphane Chavi. Bonjour à tous, bienvenue dans cette revue de presse. Le Bénin enregistre une baisse notable de la pauvreté sous la présidence de Patrice Talon selon le porte-parole du gouvernement. Banuto, fraternityfm.bg, le Télégramme et bien d'autres publications en parlent et précisent que le jeudi 31 octobre 2024, lors de son point de presse, Wilfried Léandre Ngwedi, porte-parole du gouvernement béninois, a affirmé que le taux de pauvreté a baissé au Bénin. Selon lui, la pauvreté a reculé au Bénin, un constat fondé sur des données récentes des standards internationaux, fait savoir le Télégramme qui ajoute que le taux de pauvreté selon le porte-parole du gouvernement qui s'élevait à 46% en 2016 a baissé à 36% en 2024. Le gouvernement considère cette diminution comme un reflet de ses efforts pour améliorer les conditions de vie des populations, fait savoir Banuto. Le rapport de la Banque mondiale, mis à jour le 7 octobre 2024, confirme cette tendance avec un taux de pauvreté nationale estimé à 36,2%
10% entre 2021 et 2022. Bien que ces chiffres soient encourageants, le porte-parole du gouvernement n'a pas manqué de souligner que la pauvreté persiste et que le gouvernement reste conscient des défis et continue de travailler pour réduire davantage la pauvreté et améliorer le bien-être des citoyens, concluent les publications. Et pendant ce temps, le Bénin a reçu des félicitations du Fonds monétaire international pour la performance de son économie. Dans le cadre d'une visite de travail, Abebe Aimero Selassie, le directeur du département Afrique du FMI, a été reçu le jeudi 31 octobre 2024 au palais de la Marina par le président Patrice Talon. À sa sortie d'audience, le directeur du département Afrique du FMI a exprimé sa satisfaction face aux transformations structurelles majeures que connaît le Bénin. Le coopérant Bénin Intelligent le matinal, l'informateur Fraternité la Nation et bien d'autres journaux en parlent et font savoir que le directeur du FMI a réitéré l'engagement de l'institution à soutenir le pays dans ses efforts de croissance économique. Parlons politique dans cette revue avec Gaskiani Info, qui s'intéresse à la présidentielle de 2026 et annonce un piège de la candidature unique. Selon la publication, depuis 1991, aucun grand parti n'a réussi à faire élire un nouveau président de la République. Mais au vu de la configuration politique actuelle, y aura-t-il une exception à cette règle en 2026, se demande le journal. Désillusionnés par la gestion des affaires publiques par les grands partis politiques, les Béninois ont à chaque fois accordé leur confiance à une personnalité qui, jusqu'alors, était peu connue de la vie politique. Alors qu'il s'achemine vers la fin de son dernier mandat, il est légitime que le président Patrice Talon cherche un dauphin, une personnalité digne de confiance au sein des partis Bloc républicain et Union progressiste Le Renouveau, mis sur fond baptismaux sous son instigation. Mais seulement, à chaque fois, les électeurs ont réussi à empêcher le chef de l'État sortant d'assurer ses arrières, fait remarquer la publication qui précise que si la logique est respectée, le candidat désigné par ces deux partis devrait être battu par un nouvel arrivant sur la scène politique. Seulement, le code électoral du Bénin impose des conditions restrictives qui rendent difficile la candidature indépendante à l'élection présidentielle. Et pour se présenter, un candidat doit généralement être soutenu par un parti politique enregistré et obtenir un certain nombre de parrainages provenant des élus de son parti politique. Cela limite la possibilité pour un candidat indépendant de se présenter car il doit se conformer à des exigences qui favorisent les partis établis. En tout cas, précise la publication, les deux partis présidentiels ont plein de personnalités dont l'aura permet de rêver de remplacer le chef. Et ce dernier, n'ayant plus rien à offrir, nul ne se sentira obligé de suivre ses mots d'ordre. Dans ce cas, c'est l'opposition qui sera le grand gagnant si les électeurs en 2026 décident de ne pas porter leur choix sur le successeur de Patrice Talon, conclut la publication. Et dans la suite, l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo a rappelé le Nigeria a adopté un modèle de gouvernance inspiré de ses valeurs culturelles et de son héritage historique, remettant en question l'efficacité du modèle démocratique occidental pour le pays. Et cette réflexion d'Olusegun Obasanjo intervient dans un contexte de débat sur l'adaptation des systèmes politiques en Afrique aux réalités culturelles locales, alors que plusieurs voix sur le continent appellent à une gouvernance qui favorise davantage les dynamiques communautaires et le patrimoine africain, conclut la publication. Et dans les dernières secondes, le potentiel, l'investigateur Banuto et bien d'autres publications nous informent qu'un scandale sexuel occupe l'espace médiatique et les réseaux sociaux depuis quelques heures sur le continent africain et au-delà. Il s'agit d'une affaire de sextape impliquant le fils d'une personnalité politique mondialement connue. En effet, fait savoir Fraternité FM.bg, plus de 400 vidéos sextape ont été découvertes dans le téléphone de Balthazar Ebangegonga, directeur général de l'Agence nationale d'investigation financière de la Guinée équatoriale. Interpellé dans une affaire de corruption, il a été découvert sur son téléphone plus de 400 vidéos enregistrées dans son bureau et à différents endroits tels qu'à la plage, à la cuisine, au balcon, aux toilettes et ailleurs sous différentes formes et plusieurs types de femmes en position sexuelle. Une panique générale a donc enflammé le pays car tous les hommes prient pour ne pas voir leur épouse, leur conjointe dans ces vidéos qui se propagent partout et sur tous les réseaux sociaux. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. Merci également à vous Epiphan Chabi pour cette revue de presse. C'est la fin de l'édition, vous l'avez compris. Merci à tous de l'avoir suivi de bout en bout.
Avant de prendre congé de vous, voici le rappel de l'essentiel en titre avec Karine Djegui. La pauvreté est en baisse au Bénin, c'est une affirmation du porte-parole du gouvernement Wilfrid Léandre Humbedi au détour d'une séance d'échange avec la presse la semaine écoulée. Le sujet a suscité des débats au sein de l'opinion publique. Vous avez eu les détails dans ce 19h. Pendant ce temps, toutes les filles du secondaire bénéficieront de la mesure d'exemption des frais de scolarité sur toute l'étendue du territoire béninois. Autrefois en phase expérimentale dans 20 communes, la gratuité des frais de scolarité sera étendue dans les 117 communes du Bénin. C'est une annonce faite par le ministre Yves Kwarochabi que vous avez suivi dans ce 19h. Et puis, depuis sa construction, le marché d'Okédamon peine à être occupé pour cause. Les habitants se refusent d'occuper ce marché, une situation qui impacte sur l'économie locale selon le chef du quartier que vous avez suivi dans cette édition. Vous avez suivi bien d'autres informations. La nouvelle sportive, c'est à l'échelle continentale et il y a eu un tout petit instant la revue de presse nationale. Merci encore d'avoir été là. Geoffroy Tollier était aux manipulations techniques. À l'édition, on retrouve Akilas Tako. Présentation, Karine Djegui et moi-même Ulrich Avalo. Prochain rendez-vous demain. Même fréquence, même heure, même équipe et surtout même plaisir. C'était la générale de l'information avec le service de l'information de Fraternité FM.